Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des critiques d'Oupienne. Alors les critiques d'Oupienne, qu'est-ce que c'est? Ce sont des critiques de comics faites par Doup, et Doup c'est moi. Donc voilà, chaque semaine, tous les mercredis matins, je vous donne rendez-vous donc sur la chaîne de Top Comics pour vous faire un petit débrief des comics que j'ai pu lire dans la semaine. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la VO, ça peut être de la VF, c'est suivant mon envie, alors on essaye parfois de suivre l'actualité, parfois non, et tout ça dans un seul but, non seulement peut-être vous avertir sur des comics qui vont arriver, ou vous donner envie de relire des comics que vous avez déjà lus ou que vous ne connaissez pas, de lire des comics que vous ne connaissiez pas. En fait, le but, il est très simple, c'est d'échanger avec vous sur ce qui fait, je pense, notre passion, c'est-à-dire les comics. Moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je critique des comics, notamment sur Buzz Comics, sur Super Pouvoir, sur Bruce Lee, sur Top Comics aussi. Et donc, voilà, ça me donnait un peu l'occasion d'échanger avec vous dans un format qui est différent, puisqu'il y a 20 ans, les critiques d'Oupienne, c'était par écrit sur Buzz Comics. Maintenant, c'est en vidéo, et puis j'espère que ça vous plaît. En attendant, je remercie tous les gens, voire même tous les anciens de Buzz aussi, qui se reconnaîtront, qui n'hésitent pas à participer dans les commentaires, à s'abonner, parce que ça fait toujours plaisir de voir que son travail, il est partagé. Alors voilà, encore une fois, ça va être mon avis sur plusieurs comics. C'est mon avis, il vaut ce qu'il vaut, voilà, c'est-à-dire pas grand-chose. Tout ce que je veux, c'est pouvoir réagir avec vous, vous donner mes coups de cœur, vous donner les trucs que j'ai pas aimés, même si tout le monde les adore. Vous remarquerez à force que j'ai parfois des goûts bizarres, mais c'est pas grave, voilà. Ça n'a pas vocation, ça n'a pas d'autre vocation que de discuter et d'échanger avec vous. Voilà, donc les critiques d'Oupienne, c'est votre rendez-vous hebdo, tous les mercredis matins. Pour l'instant, on tient le rythme. Je pense qu'on va le tenir pendant un petit moment. N'hésitez pas à réagir, à vous abonner, à liker, à commenter, comme vous le faites depuis le début de l'émission. Et en ces fêtes de Noël qui approchent, je vous remercie encore une fois du retour que j'ai sur ces critiques, parce que ça fait toujours très 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 plaisir. Et on commence alors là avec de l'actu pure et dure, puisque, alors si vous vous rappelez, je pense qu'on avait même commencé les critiques d'Oupienne avec le fameux Deadpool Batman, le crossover Marvel DC qu'on attendait, et qui était pas terrible. Et je vous avais dit, ah, Grant Morrison, puisque la suite maintenant, qui est réalisée par DC, est scénarisée par Grant Morrison et dessinée par Dan Mora. Je vous avais dit dans cette émission que je ne savais pas si j'allais y aller ou pas. Bon, voilà, je suis quand même un gros fan de base. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai craqué pour ce Batman Deadpool version DC. Donc, comme je vous l'avais dit, cette fois-ci, c'est Grant Morrison qui est au scénario. Donc, c'est plus du tout Zeb Wells. C'est plus du tout Craig Capullo, c'est Dan Mora. On en reparlera. Euh, et donc, ça va nous raconter l'histoire d'un crossover entre le personnage le plus apprécié des fans Marvel du moment, c'est-à-dire Deadpool, et puis son pendant de chez DC, enfin son pendant, Batman. Voilà. Donc, alors l'histoire, là c'est du Grant Morrison, donc vous résumez l'histoire, je peux pas en fait. Même moi, par moment, j'ai été surpris. C'est vraiment spécial, là pour le coup. Disons que Grant Morrison, il s'amuse. Euh, Moi, je le voyais pas du tout sur Deadpool. Je me suis dit Morrison. Morrison, c'est un gars de concept pour moi. Niveau écriture, c'est à revoir. C'est-à-dire, bon, c'est mon avis, encore une fois, voilà. Déchaînez-vous dans les commentaires. Euh, Grant Morrison, pour moi, il a des concepts très intéressants qu'il arrive à mener. Il a une culture comics qui est incroyable. Par contre, pour moi, ça a toujours été un très très mauvais écrivain. C'est-à-dire que ses mots, ses dialogues, je les ai toujours trouvés relativement creux, mais ça passe parce que clairement, il a des concepts de dingue. En plus, il est souvent entouré de très bons dessinateurs. Son All-Star Superman, moi, je trouve que c'est un des meilleurs récits de Superman qui a été fait. Donc il a fait beaucoup de choses. Par contre, son Batman, moi, je le supporte pas. Que je trouve mal écrit, à la limite du ridicule. Bon, voilà. Donc autant vous dire que Grant Morrison, c'est un grand auteur. Enfin, moi, je trouve ça très bien. J'ai toujours un problème sur son écriture.
Alors là, il nous fait une histoire où il mélange les multivers, et là, il se fait plaisir. Vous savez que Grant Morrison est très connu pour faire des histoires métacontextuelles, hein, c'est-à-dire, ouais, lui, il a brisé le quatrième mur, c'est-à-dire, il s'est adressé au lecteur très très vite, hein, puisque je rappelle que dans Animal Man, hein, qui est une série qui doit dater des années 90, ben, le personnage d'Animal Man rencontre lui-même Grant Morrison, qui est son scénariste, le créateur, etc. C'est toujours quelqu'un qui a eu un discours méta, et du coup, avec Deadpool, finalement, ça marche. Ça, je n'y avais pas pensé, en fait, que ouais, Deadpool, c'était aussi un personnage méta. Alors, Grant Morrison, il fait des blagues dans ce numéro. Ça passe, ça passe. Franchement, ça passe. Il est plutôt rigolo. Voilà, le I Can See You. Enfin, là, on est vraiment sur un. Ouais, sur du Grant Morrison, il adore ça. Donc, le bouquin, je pense qu'il ne plaira pas aux gens qui lisent du Batman et du Deadpool occasionnel, parce que c'est tellement bourré de références euh, que, en gros, on est complètement perdu. Même moi, j'ai été assez perdu hein, sur l'histoire. Alors l'histoire, c'est Batman et Deadpool qui se rencontrent dans des multivers, enfin dans un truc spécial. Je vous spoil pas la fin, c'est dans un espace d'univers mental. Il y a du multivers, il y a des références. Alors évidemment, il nous ressort, regardez, je vous spoil pas, mais il y a Dark Claw qui était un des personnages de Amalgam. Hein, donc il a des références. À la fin, clairement, bon bah on a une ressucée d'Animal Man, hein, et c'est pas mal. Franchement, moi qui suis pas un gros fan de Morrison sur Batman, là en fait il le joue. Ah, et puis il y a une rencontre entre deux personnages, les deux univers Marvel et DC. La rencontre est assez savoureuse. Voilà, encore une fois, je vous spoile pas, mais c'est très très drôle. Du coup, bah, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé ce Batman Deadpool par Grant Morrison. Les dessins sont de Dan Mora. Alors, je sais que Dan Mora, c'est un peu la coqueluche de tout le monde et que bon, je m'amuse depuis que vous me connaissez à dire que moi, j'aime pas. Effectivement, Dan Mora, ça me touche pas. Voilà. Pour moi, ça m'émeut autant qu'une rame de RER le lundi matin, hein, Dan Mora. Euh, c'est pas mauvais, hein, on va pas se mentir, c'est du dessin classique. Moi, j'y vois aucune émotion, mais ça fait le job, hein, Dan Mora. Voilà, c'est pas n'importe quoi non plus. Là, on va être sérieux 2 minutes. Je suis pas impressionné par sa qualité de dessin. Pour moi, c'est un dessin lambda, hein. Je le mets loin, 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 loin des grands dessinateurs de comics anciens ou récents, hein, voilà. Il fait des comics à la chaîne, ça se voit, mais c'est pas mal, c'est super lisible, c'est plutôt bien foutu. Après, moi, ça m'émeut pas plus que ça, Dan Mora, hein. Donc, ouais, pour moi, c'est un dessinateur classique. Voilà, je le mets. Ouais, je sais pas où le placer. Il y a des visages qui me plaisent pas chez Dan Mora. Il a un sens de la page, hein, c'est certain, mais ouais, je le trouve un petit peu feignasse, moi, sur ses visages en particulier. C'est-à-dire que dès qu'il doit dessiner des personnages humains, je suis pas convaincu. Après, c'est plutôt cool. L'histoire est bonne. Il y a des références, il y a des personnages. Voilà, il nous sort ce que le lecteur attend, hein, c'est-à-dire vraiment un mélange, le dead bat. Mais c'est pour le fun, hein, c'est pour le fun et ça passe très bien. Donc l'histoire est plutôt réussie. Les dessins sont corrects, voilà, on va pas non plus. C'est pas moche, hein, c'est pas moche, Dan Mora, c'est juste que moi, Dan Mora, il m'a jamais touché, il me touchera pas pour le moment. Je trouve que son style est trop passe-partout, moi, pour en faire un dessinateur star, en fait. Et c'est ce qu'il est, hein, encore une fois. Hein. Je trouve qu'il devrait peut-être essayer de faire moins de comics et d'essayer de se concentrer plus sur son style, en fait. Parce que bah, il débite, hein, il doit dessiner 3 ou 4 comics par mois, Dan Mora, ce qui est trop. J'aimerais le voir dans un autre style, voir ce qu'il est capable de faire, plutôt que de nous sortir un truc correct. Voilà, c'est correct, mais c'est pas... Enfin, moi, en tout cas, ça ne me touche pas, hein, Dan Mora. Mais vraiment, alors ce Batman Deadpool, vous voyez, on commence, voilà, là vous avez des références, les gens, hein, vous avez des références dès la première page, hein. Par contre, le lecteur de base qui connaît Batman et Deadpool par les films, euh, il va être un petit peu perdu, hein, mais c'est rigolo, j'ai bien aimé, donc ouais, je le valide, hein, je le valide, voilà, encore une fois, je vous laisse
Je vous laisse réfléchir sur les personnages que vous avez vus. Je trouve ça cool, j'ai bien aimé. Donc ouais, une bonne réussite. Voilà, c'est ce qu'on attend d'une histoire qui va pas révolutionner. Voilà, c'est une histoire solo qui nous mélange du Batman, du Deadpool, qui nous fait plein de rêves. Et franchement, c'est cool. Donc bien joué, Grant Morrison. Moi, je l'attendais pas là et du coup, c'est une bonne surprise. Alors, il n'y a pas que ça, hein, puisque le bouquin coûte encore une fois très très cher, hein. Il est presque à 8-9 $ pour 40 pages, c'est l'enfer, quoi. Mais bon, encore une fois, on est fanboy ou on l'est pas, hein, voilà. Et donc, bah, il n'y a pas que ça, puisque nous avons hein, John Constantine Hellblazer, Doctor Strange. Bon, alors, scénarisé par James Tynion IV, Joshua Williamson et Scott Snyder. Ils s'y sont mis à 3 pour faire 6 pages. Ok. Qu'est-ce que ça raconte? Bah, ok, les deux grands magiciens de l'univers Marvel, ils se rencontrent. Il y a une histoire de la magie. Ça raconte rien, hein, on va pas se mentir. Ça permet juste au dessinateur Aidan Sherman de se faire vraiment plaisir, et ça, c'est cool. Donc ça aussi, hein, ça c'est très bien, Aidan Sherman. Vous voyez, moi, je préfère largement un Aidan Sherman qui a du style à un Dan Mora qui est vraiment passe-partout. En dehors de ça, bah ouais, voilà, donc Aidan Sherman, il peut se faire plaisir en nous dessinant du Ghost Rider avec Swamp Thing. Ouais, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Mais ça raconte pas grand-chose. Une histoire qui est un peu mieux, c'est celle qui met ben, Laura, donc hein, le Wolverine, avec Nightwing, et c'est Tom Taylor et Bruno Redondo. Et là, c'est pas mal. C'est-à-dire que là, on retrouve vraiment toute la force de Taylor. Alors, c'est deux personnages qu'il connaît, hein, puisqu'il les a scénarisés tous les deux. Vraiment, il se fait plaisir. Il nous sort, voilà, il nous en sort un peu plus, c'est-à-dire une étude un peu approfondie des deux persos, leur personnalité, ce qu'ils ont en commun, ce qu'ils n'ont pas en commun. J'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça vachement bien. Bruno Redondo. Voilà, là aussi. Là, vous me mettez un Bruno Redondo, je préfère largement à du Dan Mora. Il y a du style. Il y a du style, il y a une envie, il y a quelque chose. Dan Mora, je pense qu'il est jamais capable de vous faire des planches comme ça, là, hein. Voilà, donc... Non, non, c'est vraiment très bien aussi. Il y a toute cette histoire aussi sur les mentors, c'est-à-dire ben, entre Wolverine et Batman. Non, non, vraiment, c'est cool. L'histoire de Tom Taylor, alors elle aussi, elle fait 6 pages, hein, 6-8 pages, mais elle est vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, bah ensuite, ça se dégrade, hein, puisqu'on a un Harley Quinn Hulk, dessiné par Amanda Conner et scénarisé par Mariko Tamaki, qui en soi, voilà, moi j'aime bien. Mais alors, je sais pas ce qui s'est passé à Amanda Conner. Bah, ouais, c'est de la caricature, hein, c'est de la caricature. L'histoire, ça raconte absolument rien. C'est pas drôle. C'est à la limite gênant. C'est à la limite gênant. J'ai pas aimé. Avec des saucisses géantes. Ouais, bon. Faut pas prendre non plus faut pas prendre non plus les lecteurs pour des gros débiles. Donc j'ai pas aimé du tout. Là, c'est un truc qui a été fait en 2 secondes. C'est mal dessiné. L'histoire raconte rien. Donc très très déçu par ce. Pourtant, Amanda Conner et Mariko Tamaki, moi j'aime bien, hein, mais alors là, elles sont passées complètement à côté du sujet. Un petit peu aussi comme la dernière histoire de ce comics, hein, qui nous met Miss Marvel et Static. Voilà. Euh, Pareil, alors c'est Willow Wilson, hein, donc encore une fois, c'est une scénariste que moi j'aime beaucoup, G. Willow Wilson. Le dessinateur c'est Dennis Cowan, avec Klaus Johnson à l'ancrage, donc, et ça passe, hein, franchement, même si Dennis Cowan, je le trouve un peu plus lisse qu'avant, bah, il se fait vieux aussi, hein, je pense, Dennis Cowan. Et puis, bah, c'est le dessinateur parfait pour Statix Miss Marvel, voilà. Euh, donc, bon, ça raconte rien non plus, voilà. C'est un petit peu mieux foutu, mais il y a 4 pages. On s'éclate pas. C'est en dehors de l'anecdote, ça vaut rien d'autre. Donc c'est pas fameux. Mais du coup, eh ben, cette version d'ici hein, de Batman Deadpool, je la trouve largement au-dessus de celle qui avait été proposée par Marvel. Euh, Parce que bah, dedans, il y a le titre phare, le Batman Deadpool, est très réussi.
Voilà, il est très réussi. Vraiment, c'est très très bien. Euh, le Docteur Strange, Constantine, ouais, c'est correct, mais c'est très bien dessiné. Le Nightwing Wolverine est très très bon. Donc du coup, eh ben moi, celui-là, je le place largement au-dessus de la version Marvel, hein. Donc bah, ce Batman Deadpool, bah, moi je vais lui mettre 3 brocolis. Voilà, ça reste quand même très anecdotique, mais ça sort un petit peu du comics moyen-âge. Je vais pas lui mettre plus parce que c'est vraiment cher pour ce que c'est, quoi. Voilà. Surtout que bon, bah, il y a quand même Amanda Connor qui se fout de votre tête, voilà, avec des dessins qui, je sais pas, elle a dû mettre 3 secondes pour dessiner ça, c'est pas possible. Et j'aime beaucoup Amanda Connor, hein, mais là, je la reconnais pas. Donc voilà, 3 brocolis, hein, pour ce Batman Deadpool qui, ma foi, est plutôt sympa. Et croyez-moi, c'est pas un adorateur de Morrison sur Batman qui vous dit ça, donc allez-y, foncez, hein. Alors, autre BD que j'avais envie de vous chroniquer, parce que ben, vous êtes certainement au courant que le film Supergirl arrive, qui a la première bande-annonce qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et que bah, ce film-là, il est basé vraisemblablement sur une histoire qui est Supergirl, Woman of Tomorrow, par Tom King, par Bilky Sevely et par Mateus Lopez aux couleurs. Alors, tout le monde vous vendra ça comme la meilleure histoire de Supergirl de tous les temps, etc., etc. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Euh, Encore une fois, un Supergirl, c'est un personnage qui a pas eu tant que ça de bonnes histoires. Alors, il y a eu un run que j'aime beaucoup, moi, c'est celui de Peter David, hein, dans les années 90-2000. Gros run, hein, de Peter David sur Supergirl, mais alors, c'était pas Kara, c'était Matrix. Enfin, c'est compliqué, mais il y avait une humanité dans les persos. Il y a eu une série, bah tiens, par Mariko Tamaki, dont on parlait, avec Joel Jones au dessin, qui était vraiment sympa. Ça date d'il y a peut-être 6-7 ans. Mais la fin était foirée. Ça redonnait une nouvelle idée de Supergirl. Moi, j'aimais beaucoup la période Sterling Gates pendant New Krypton, avec Jamal Eagle au dessin, qui a donné vraiment du corps au personnage. Euh, et bah, c'est pas le cas ici, hein, sur ce Supergirl Woman of Tomorrow, où tout le monde vous dit ouais, c'est la meilleure histoire de Supergirl. Je suis pas d'accord. Faudrait que je relise le Supergirl par Paul Kuperberg et Carmine Infantino. Je l'ai lu quand j'ai eu le TPB, je sais pas, il y a combien de temps. J'en ai aucun souvenir, mais il faudrait que je le relise. Est-ce que c'est une mauvaise histoire, ce Supergirl Woman of Tomorrow? Non. C'est une histoire correcte. Est-ce que ça va en faire la meilleure histoire? Non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, c'est pas non plus, ça m'a pas tiré des larmes, hein, ce Supergirl Woman of Tomorrow. Je l'avais déjà lu, hein, commenté pour superpouvoir.com, voilà, si vous voulez y aller, ça leur fera plaisir. Donc je l'ai relu, hein, pour l'occasion, pour me dire, t'es peut-être passé à côté de quelque chose. Après, on sait tous comment ça marche Internet, hein. Il y a un récit qui sort, les fans vont vous dire que c'est le meilleur récit, même si des fois je pense pas qu'ils l'aient lu, hein, ou qu'ils connaissent pas. Euh, Qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, ça nous raconte Supergirl qui va aider une jeune fille dont le père a été tué par un brigand. Bah, elle va l'aider à retrouver ce brigand. Et ils vont aller de planète en planète parce que ben, le méchant fait quelque chose qui est pas terrible à un grand ami de Supergirl. Donc elle doit le retrouver. Il y a une espèce de vengeance. Donc ils vont parcourir des planètes et des planètes et des planètes à la poursuite donc de ce méchant. Euh, Alors encore une fois, les gens disent ouais, c'est une exploration en profondeur de Supergirl. Bah en fait, Tom King, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une histoire sur une jeune femme qui a un stress post-traumatique parce que sa planète a explosé et qu'elle a vu mourir des gens. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, ouais, globalement, c'est ce que Tom King, il fait depuis le début. En fait, des histoires où il prend un personnage qui a un stress post-traumatique et il en fait des pages et des pages. Et ben là, c'est pareil. Donc, c'est pas du tout original. Euh,
voilà, hein, c'est Supergirl in Crisis, quoi. Voilà, donc, bah non, elle déprime. Alors, ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, euh, Tom King, il va il va nous enrober ça, il va servir un peu. Alors, attention, il y a Poulet qui débarque. Si vous savez pas, Poulet, c'est mon chat. Voilà, et dès qu'on parle du chat, il monte le bout de sa queue. Elle a très faim, elle n'a pas mangé depuis à peu près 1 heure ou 2, donc c'est l'enfer pour ce chat. Voilà, pardon, excusez-moi. Hein, ouais. On fait ça dans des conditions terribles. Donc, ce Supergirl Woman of Tomorrow, ben, Tom King, il va nous raconter l'histoire de Kara qui est déprimée. Comme dans tous les récits de Tom King, en fait, sur les super-héros. Donc, il va l'amener de planète en planète. Et qu'est-ce qui va se passer bah en fait, pendant les. Alors, ces 8 numéros, c'est super long, c'est super verbeux. Moi, c'est ça qui m'a rendu dingue. Il y a des pages et des pages et des pages et des pages de script qui servent à rien du tout, parce que euh, Bilquis Evely, c'est une dessinatrice, donc en gros, on a ces dessins qui sont vraiment, mais alors, gâchés par du texte, du texte, du texte. Il s'écoute écrire Tom King, c'est l'enfer, alors qu'il devrait ne rien mettre. On a compris, hein, on a compris. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur ces 8 épisodes? Ben, pendant les 5 premiers, il sert la soupe à Bilquis Evely. Bilquis Evely, donc, c'est une dessinatrice que moi j'aime beaucoup. Mais on va le dire clairement, pour moi, elle n'est pas faite pour du super-héros. Hum, Ça manque de noblesse, je trouve, sur le personnage. Euh, Elle a du mal, à mon sens, à lui donner une espèce de grandeur. Mais c'est normal, parce que son trait est un peu spécial. Et son trait, il est fait pour les ambiances bizarres, pour les mondes bizarres. Donc là, pour le coup, Tom King, il s'en sert, puisqu'il l'a fait voyager de monde en monde à la poursuite de ce personnage. Euh, ouais, j'ai un peu du mal, moi, avec la manière dont la dessinatrice nous dessine Supergirl. Je trouve que ça manque d'émotion. Alors, les créatures, les mondes, les détails, c'est vraiment du super dessin. Hein, c'est du super dessin. Tout va bien, sauf, à mon sens, sur le personnage principal. Voilà. Sur Supergirl, qui détonne pas dans le dessin. Je sais pas. Peut-être je suis trop habitué au truc de super-héros, et encore, non, c'est pas vrai. Par contre, tout le reste, ça tue. Hein, vraiment, c'est extraordinaire. Hein. Mais sur Supergirl, ça fonctionne pas plus que ça. Donc pendant les 5-6 premiers numéros, ben Supergirl est avec la petite fille et ils sont à la poursuite du méchant, et ça va de monde en monde et ça fait ressortir des traumas, et etc. etc. Ok, classique, hein. Vraiment classique chez Tom King. Il y a le numéro phare qui est, je crois, le numéro 6 sur 8, qui, pendant que Supergirl doit s'échapper d'une espèce de sphère magique. Ah, il y a Comet, pour ceux qui... voilà. Euh, se remémore son passé, nous remémore son trauma. Donc là, on y va encore une fois à fond la caisse. Euh, donc, bon, bah voilà, on a le trauma de Supergirl qu'on connaît en plus. Hein. C'est pas non plus une grosse nouveauté. Enfin, c'est une nouveauté pour les gens qui ont jamais lu du Supergirl, quoi. Mais sinon, moi, j'ai envie de vous dire, oui, bon, bah, déjà vu, déjà fait. Sauf que là, ça enfonce un peu le clou. Et comme c'est Tom King, et comme c'est Supergirl, bah, et qu'il y a le film, il faut trouver ça génial. Non. Et encore une fois, c'est pas mauvais. Hein. L'histoire, elle se tient. C'est plutôt sympathique. Et vraiment, ça prend vraiment son ampleur au numéro 6. Mais à la limite, il nous aurait mis que le numéro 6. J'aurais pris. Parce que bah, le méchant, il n'a pas de personnalité. C'est un pirate, voilà, qui tue des gens parce que. Voilà. Alors, il essaye de lui donner un petit peu de cohérence sur la fin, mais en gros, voilà. La gamine, elle n'est motivée que par le désir de vengeance. Encore une fois, ça tourne un peu sur les 3 derniers numéros qui sont meilleurs. Hein. C'est-à-dire les 6, 7, 8 sont nettement au-dessus de ce qu'il y a au-dessus, parce que vraiment, ce qu'il y a avant, moi, je m'ennuie. Alors oui, les dessins sont superbes. C'est vraiment du super dessin. Mais ça raconte rien, quoi, si ce n'est Supergirl se bat contre des méchants, des monstres, des trucs comme ça.
c'est pas très intéressant. Les trois derniers sont pas mal parce que justement, on voit un peu la noblesse de Supergirl, on voit ce qu'elle est, même si, moi je trouve qu'ils nous en font un personnage très positif, essaye de faire du bien aux gens, etc., etc. Et moi je le trouve pas dans les 5 premiers numéros. J'arrive pas à l'identifier. Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est parce que Tom King, ben, il me tue avec ses placards de texte qui racontent rien en plus. Enfin, mais on le connaît tous, on sait les défauts qu'il a, Tom King. Je veux dire, voilà, est-ce que c'est la peine de... Enfin, on a compris ce qui se passe là. Pas la peine de nous le mettre avec du texte. C'est pas la peine. Regardez comment le texte et les placards de texte ruinent le dessin, quoi. Il y en a tellement partout. Regardez la planche qui est là, ici, là. Bah, moi, je vois que les placards de texte en jaune et ça tue le dessin de Bilky Sevely. Tout ça pour raconter du rien en plus, hein. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc après, est-ce que c'est un bon comics? Oui, c'est une bonne histoire. Est-ce que ça en fait la meilleure histoire de Supergirl de tous les temps? Mais alors, loin de là. Loin de là. Peter David en trois comics, il vous fait 10 fois plus d'émotions et 10 fois plus de personnalité sur Supergirl que les 8 épisodes qui sont là, hein. Parce que, bah, encore une fois, même si c'est hyper bien dessiné et même si effectivement Bilky Sevely, elle est dans son élément avec des créatures bizarres, des designs, des mondes étranges, elle est faite pour ça, elle est faite pour la fantasy, cette dessinatrice. C'est très bien. Par contre, c'est du Tom King qui nous raconte une super-héroïne qui vit un stress post-traumatique. Donc, ça fait 17 fois qu'il fait ça, hein, et il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien d'intéressant. Et puis, bah, Bilky Sevely, si vraiment je lui mets 25 sur 20 pour tout ce qui est monde, bah, j'ai du mal avec le design de sa Supergirl. Voilà. J'ai du mal à... J'ai du mal à lui faire trouver de l'émotion. Et puis, c'est un récit qui s'oriente plus vers la fantasy qu'autre chose, hein. Vous voyez, même le personnage de la petite fille, il est bien. Et je trouve que Supergirl, elle ressort pas, même sur des planches comme ça. Je ressens pas une émotion de dingue. Alors oui, encore une fois, ceux qui connaissent pas Tom King pourront trouver cette histoire très bonne, et c'est une bonne histoire. Par contre, il y a quand même des sacrés défauts, hein, notamment bah, le fait que Tom King il s'écoute écrire, le fait qu'il nous ressort toujours la même histoire, c'est-à-dire une super-héroïne en dépression, et juste le fait que Bilky Sevely, juste sur le personnage de Supergirl, je la trouve pas exceptionnelle. Enfin, les gens, même si ça n'a pas de comparaison, et je sais pas pourquoi j'ai ça en tête depuis que j'ai lu ça, vous voulez lire des mondes étranges, de la poésie et une puissance graphique, vous lisez Moonshadow de J.M. de Matteis et John J. Muth, là vous avez quelque chose. Là, c'est une histoire classique qui est pas ratée, mais ouais, on a déjà vu ça plein de fois, quoi. Alors c'est très bien dessiné, c'est très bien dessiné. Bilky Sevely, vraiment très très bien. Sauf pour son personnage de Supergirl, je trouve elle a du mal à faire ressortir les émotions. Faut dire qu'elle n'est pas aidée par les placards de texte de Tom King, qui en fout ben, des tonnes pour rien, en fait. Et il ennuie le lecteur. Enfin, ça, c'est du classique, hein, c'est du classique. Ça n'en fait pas une mauvaise histoire pour autant, et moi je vais lui mettre 3 brocolis à ce Superman Woman of Tomorrow, mais en toute honnêteté, ça vaut pas plus. Voilà, ceux qui connaissent bien Tom King ne seront pas surpris. Ceux qui connaissent Supergirl depuis très longtemps pourront vous dire qu'il y a eu des histoires aussi bonnes, voire meilleures, notamment le run de Peter David, hein. N'hésitez pas si vous le trouvez, je pense que ça a dû sortir peut-être les premiers numéros en VF, je sais pas. Mais n'hésitez pas parce que voilà, là on a un approfondissement absolu de la personnalité de l'héroïne, qui n'est pas Kara, donc forcément. Et puis le New Krypton, hein, de Sterling Gates, relisez-le, vous verrez que c'est pas si mal que ça, hein, pour Supergirl. Voilà, le temps file et on va faire assez vite pour notre dernier comics, même s'il le mérite beaucoup, hein, et c'est le Merlin de Doug Munch, John Buscema et Tom Palmer, bah, que nos amis de Néophélis Édition, hein, nous ont sorti pour l'occasion. Alors, c'est tiré, hein, d'un Marvel Preview et ça date de 1980. Et l'histoire est intéressante puisque, en gros,
c'est une histoire que John Buscema a toujours eu envie de faire. Le roi Arthur, Camelot, Merlin, etc. Et donc on lui a donné carte blanche. Et donc c'est lui qui va scénariser et faire les dessins. Donc autant vous dire que quand on lui donne carte blanche à John Buscema, hein, qui est quand même un des meilleurs artistes, bah ça pète quoi. Voilà, là il y a rien à dire. Là on est, voilà. Là vous voulez du vrai dessin, là on y est. Là, enfin, je veux dire, voilà, on va pas revenir sur Dan Mora ou sur Bill Kisevli, encore une fois. Mais là, voilà, vous voulez un vrai dessinateur de comics, vous l'avez là. C'est du John Buscema, quoi. En plus, c'est en noir et blanc. C'est ancré par Tom Palmer. Donc, bah, est-ce qu'on a fait mieux? Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ça. Alors, c'est un véritable hommage hein, au Prince Valiant de Hal Foster. Hein, ça se voit. De toute façon, il y a une filiation qui est évidente. Qui est évidente. Voilà, ça, c'est des pages qui auraient pu être tirées de Prince Valiant. Hein, donc là, John Buscema, il se fait plaisir, il nous file. Sincèrement, je suis pas non plus un grand fan, moi. Enfin, je suis pas un grand spécialiste de John Buscema, bah, parce que moi, je l'ai lu souvent dans des époques où il faisait du super-héros ou du Conan. Alors le Conan, il le faisait à l'appel, donc forcément, peut-être qu'il laissait beaucoup de place à l'encreur. Là, c'est son projet à Buscema, donc du coup, on sent qu'il y met des choses et je vais pas dire que c'est les meilleures planches de Buscema, mais en tout cas, ça envoie du lourd, quoi. Ça envoie du lourd. Donc John Buscema, il est très très bon là-dessus. C'est en grand format, c'est en noir et blanc, donc ça permet de sortir vraiment le meilleur, le meilleur, le meilleur de l'artiste. Hein. Attention, hein, l'ancrage de Tom Palmer, il y est pour beaucoup aussi. Euh, Et puis, ben, en fait, le problème, c'est que John Buscema, au bout d'un moment, il n'a pas su mener son histoire au bout. Bah ouais, scénariste, c'est difficile. Hein. C'est pas un boulot facile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, donc Ralph Macchio, hein, qui était l'éditeur de la BD, a appelé Doug Moench hein, pour qu'il vienne filer un coup de main à John Buscema à structurer son histoire et à la terminer. Et ça se voit un peu, c'est-à-dire que la fin est pas faux folle. Euh, c'est toujours très bien dessiné, hein, voilà. Mais la fin est pas folle. Je m'attendais un peu à autre chose, en tout cas par rapport au début qui vraiment claque à fond. Vraiment le début claque à fond. La fin est un petit peu en dessous, mais alors là, les gens voulaient faire des cadeaux parce que ce truc-là n'a jamais été édité en France, hein, je pense. Vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui aime les comics? Allez-y, hein, c'est chez Néophélis. Donc c'est très qualitatif. C'est un bon album cartonné. Là, vous allez faire plaisir à quelqu'un qui aime les comics. Hein. Donc n'hésitez pas à y aller. Moi, si je dois lui mettre une note, bah, les dessins sont exceptionnels. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu du John Buscema comme ça. Voilà. C'est bien au-dessus de ce qu'il a pu faire sur Avengers. Hein, ou voir sur Conan. Enfin, je sais pas. Là, ça m'a scotché. Ça m'a scotché les dessins de Buscema. L'histoire est classique et puis foire un petit peu sur la fin. On sent que la fin, elle est un peu rushée, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est un super cadeau. Et ben moi, je vais lui mettre 3 brocolis aussi hein, pour ce Merlin de Néophélis. Si c'est le temps, alors forcément, c'est peut-être un petit peu tard pour un cadeau de Noël, mais des gens que vous allez voir un petit peu après Noël et qui aiment bien les comics, vous pouvez pas vous tromper. Même les gens qui aiment la BD, parce que là, on est vraiment sur de la BD. Hein, et puis ça peut faire du bien aussi aux gens qui ne jurent que par la franco-belge de lire un peu de John Buscema. Hein, voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et ben écoutez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que l'émission vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à me dire ouais, mais non, mais Supergirl, moi je suis prêt à m'écharper avec vous. Alors toujours avec modération. Hein, sur ce Supergirl Woman of Tomorrow. Euh, bah, discutons ensemble, voilà. Donc en attendant, passez de très bonnes fêtes. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, toujours le mercredi matin. Et puis ben, prenez soin de vous. À très bientôt.